Je voudrais apporter un peu de nuance par rapport à ce que nous disons. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen refuse de revenir au Front National de Jean-Marie Le Pen, à bien des égards, elle a raison. Si elle dit par là qu'il faut éviter les outrances, les déclarations à l'emporte-pièce qui nous ont tous choqués dans les années 80 et 90, évidemment que ce n'est pas vers ça qu'il faut revenir. Maintenant, si effectivement il s'agit d'édulcorer la ligne, qui plus est dans un contexte où justement tout ce que raconte le Front National et le Rassemblement National depuis des années est en train de se réaliser, c'est-à-dire on a une société qui se radicalise, qui s'ensauvage. Donc pour une fois, la réalité est en phase avec le discours du Rassemblement National canadien historique. Et à ce moment-là, on décide de rétro-pédaler pour amoindrir le discours en se laissant dépasser par la réalité. Et à mon avis, c'est ça qu'elle a fini par payer. Alors, Gilbert Collard. Oui, mais elle a perdu 33% de ses électeurs, mais personne ne lui a pris. Parce qu'ils sont allés nulle part. Donc, il faut d'abord qu'elle reprenne ses électeurs. Pour ça que c'est assez habile, son position. Ben non, justement, parce qu'elle reprendra ses électeurs qu'en parlant à sa base électorale. Or, le discours qui consiste à s'affadir pour attirer d'autres électorats, non seulement ces électorats-là, elle n'arrivera pas à les attirer pour des raisons à la fois éducationnelles, culturelles, etc. En revanche, effectivement, sa base va fuir. C'est ce qui s'est passé aux dernières élections. Non, mais son grand problème, c'est... c'est son manque. Gilbert Collard. Elle ne parle plus d'islamisation. Ils s'en foutent des régions aussi. Non, mais attendez, non, c'est pas vrai. En 2015, ils s'en sont pas foutus. En 2015, ils ont fait élire des centaines de conseillers régionaux et départementaux. Donc, si effectivement, sur la ligne stratégique, on dit l'islamisation de la France. Oui, je suis là, mais avec mes sias, c'est difficile. Oui, mais le seul qui peut répondre... Oui, mais on a compris. Une demi-seconde. Si la stratégie, c'est éviter de parler d'islamisation de la France, parce que, évidemment, ça choque. Non, c'est pas vrai. Elle a dit, l'islamisation, il ne faut pas en parler. L'Union européenne, ça devient quelque chose dans laquelle on peut rester. La CEDH, on n'en sort pas. Schengen, c'est formidable. Donc, au final, qu'est-ce qu'elle dit ? Je trouve désolant que ce soit Nadine Morano qui ait fait la leçon à Jordan Bardella, que j'estime infiniment, à propos de son vote devant cette femme voilée et habillée de vert. Voilà. Normalement, Jordan aurait dû partir, ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas derrière toute une espèce de pression psychologique qui tend à nous obliger à entrer dans le cadre des bonnes manières, des faux culs, voilà. Et ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Bardella il a retenu la leçon qui avait été administrée à Julien Audoul quand il avait demandé le départ de l'Assemblée régionale de salafiste hijabisé. Encore que, oui, tout à fait, Jean-Michel a raison, encore que l'affaire Audoul et l'affaire Bardella n'ont rien à voir. Hein, parce que, vous parlez de psychologique, c'était ça. Je rappelle. Tous les arguments à ce moment-là que nous dit Noémie Schulz auraient été balayés d'un revers de la main. Et bien sûr. En vous expliquant que c'est effectivement une attaque à un monument important de la capitale. On aurait en fait tordu le droit, comme d'habitude, par idéologie pour les accabler. Voilà. Pourquoi j'ai Écoutez, Pascal, je vous lis les textes. Oui, non, mais attends, non, mais c'est pas du vandalisme. Par exemple, ça n'entre pas dans vandalisme en bande organisée, ce qu'on a vu. Non, mais attendez, je vous fais confiance. C'est pas l'impression que j'ai, mais encore une fois, je ne suis pas juriste. On a quand même vu un ministre de l'Intérieur s'est déplacé pour les tags sur les murs d'une association cultuelle. Mais on poursuit. Je ne dis pas que les personnes ne peuvent pas être poursuivies, mais qu'à un moment, ce qu'on explique au parquet de Paris, c'est que le parquet n'a pas vocation, qu'évidemment les enquêteurs ont aussi beaucoup de choses à faire, et que si la personne visée elle-même ne dépose pas plainte, c'est pas forcément au parquet de se substituer à la personne privée qui est visée. Voilà. Je suis d'accord. C'est un raisonnement qui n'est pas tout le temps valable. Oui, enfin... a raison, pardon Jacques, mais Pascal Praud a raison de dire qu'effectivement ce virus n'a pas la même létalité et la même mortalité sur toute la population. Il y a des gens qui sont effectivement, qui sont vulnérables et qui peuvent effectivement développer des formes graves. Vous n'en finirez pas, Madame Claire. Mais excusez-moi, en fait, vous n'en finirez pas. Sur les jeunes et sur les jeunes adultes, vous pouvez vacciner tout le monde, il va un effet passager de quelques jours, quelques semaines virus. peut-être. Donc, mais le problème, c'est que la psychose, elle est entretenue. C'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que quand j'entends Olivier Véran et quand j'entends ce directeur de l'ARS, je vois la fabrique de la peur. C'est ça, moi, que je trouve invraisemblable. Non, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez raison. Effectivement, si le nombre de cas explose sans même engorgement des réanimations,
il est probable que les pouvoirs publics vont communiquer autour de l'explosion des cas en se gardant bien de mentionner le faible engorgement des urgences. Donc effectivement, là, il y aura une psychose. Après, tout dépend de la communication politique. Si effectivement la communication politique est intelligente et qu'on nous dit ça explose, mais les cas graves sont très peu nombreux et que les hôpitaux peuvent encore les gérer, il n'y aura pas de psychose. Là, Pascal Praud a raison. Tout dépendra de la manière dont le gouvernement communiquera par rapport à une éventuelle vague où les cas graves sont réduits à leur portion congrue. Réponse d'abord, avant qu'un maire puisse être condamné pour ne pas avoir pris les mesures protectrices au sein de sa commune, il faut déjà que l'État le soit. Donc je ne vois pas un maire, si vous voulez, condamné en justice pour n'avoir pas imposé le masque à tout le monde ou que sais-je encore. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait maintenant 1 an qu'on bastonne à la télé, à la radio, partout sur les gestes barrières, sur là où c'est dangereux, où il faut mettre un masque, là où il ne faut pas mettre le masque. Je suis désolé, enfin, le cas qui se pose au Touquet, il se pose dans toutes les villes de France. Quand vous allez dans le centre de Paris, si vous faites la queue pour acheter une glace, évidemment que vous allez mettre le masque. D'ailleurs, la plupart des commerçants l'exigent, même si vous êtes en extérieur. Par contre, si vous vous baladez dans une rue, eh bien, vous ne mettez pas de masque. Voilà, donc dire que l'État ne va pas assez loin, moi je veux bien, mais quand même, il faut à un moment compter sur la responsabilité individuelle et la connaissance des gens. Au début, effectivement, il pouvait y avoir un problème parce que les gens n'étaient pas au courant. On ne savait pas qu'est-ce qu'étaient les gestes barrières, quand est-ce qu'il fallait mettre le masque, pas, etc. Ça fait maintenant 1 an et demi... Intérieur, extérieur, c'est peut-être pas trop ça fait 1 an et demi qu'on vit sous cloche de ces recommandations. Je pense que les Français ont à peu près intégré quand est-ce qu'il faut mettre un masque et quand est-ce qu'il ne faut pas le mettre. Donc venir 1 an et demi après... Mais si, attendez, il ne faut pas les... Malheureusement, non, parce que... Mais non, monsieur... Mais attendez, monsieur le maire, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, pardonnez-moi.